Bonsoir et bienvenue au premier épisode de cette saison 2019 des Renards du Soccer. Bonne année à tous ceux à qui on n'a pas dit bonne année, puis on est content d'être de retour enfin. Salut Mathieu, ça va aujourd'hui? Salut Adi, meilleurs vœux donc à tous nos auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. On est vraiment désolé des petits inconvénients qu'on a eus pour la semaine passée, malheureusement. Sauf qu'on est là, on est bien de retour et on sera là pour toute l'année avec vous. Pour cette année, donc aujourd'hui, on filme, on est le mercredi, on est le 16 janvier. Puis on filme alors notre premier épisode. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la track de la semaine. Dans la track de la semaine, on a décidé de parler du calendrier de la MLS parce que la saison MLS arrive bientôt. La plupart des clubs de la MLS commencent leur camp de préparation dans la prochaine semaine ou une semaine ou deux. Et puis, ça va être super intéressant. Et on aimerait voir un peu c'est quoi qui va se passer durant cette saison-là. Quels sont les points importants. T'as trouvé quoi? T'as trouvé comment le calendrier de la saison, toi, Mathieu? Ouais, ma première réaction a été bonne pour l'ego puisque la MLS commence la saison le 2 mars, soit le jour de mon anniversaire. Ah ouais. Alors donc, merci à Don Garber, sincèrement. Mais blague à part, ce qu'on constate dans le calendrier, c'est qu'avec l'arrivée d'une nouvelle franchise qui est le FC Cincinnati, évidemment, il y a eu des modifications. On avait déjà prévu les modifications pour les playoffs, donc forcément, on se disait, est-ce que ça allait affecter le calendrier actuel? Moi, je pense que c'était plus... On en avait parlé avant la fin de la saison dernière. On avait dit qu'ils avaient probablement imaginé un premier projet de calendrier des saisons éliminatoires avec un match de barrage uniquement et non plus de match aller-retour comme formule. Parce que probablement que le calendrier actuel, le calendrier de la saison régulière, eh bien, il était pas mal déjà complété. Moi, ce que je constate, par contre, au-delà des dates, il y a quand même deux choses. Premièrement, il y a deux équipes qui vont commencer leur saison locale sur le tard pour des raisons, ce qu'on pourrait dire, soit de rénovation d'aréna, soit d'inauguration de nouveaux stades. Minnesota va enfin inaugurer son nouveau stade. Magnifique. Et ils ont, on va y revenir évidemment, ils ont fait du recrutement pendant la saison morte un petit peu, mais est-ce qu'ils vont espérer réussir un coup comme DC United l'an dernier? Ça va être à surveiller. On sait que c'est une équipe, bon, contrairement à l'autre club qui a fait une entrée plus fracassante par rapport à Minnesota. On le sait, c'est Atlanta United. Bien là, Minnesota veut commencer à toucher un peu plus en haut de la ligne rouge la saison prochaine. Mais un des facteurs, on s'est rendu compte, qui va probablement amener peut-être une forme de momentum, si on veut, à cette équipe-là, ben, c'est l'inauguration de leur nouveau stade qui va être splendide. Un joyau, vraiment, fine pointe de la technologie. J'ai vraiment hâte de le voir. J'avais mentionné dans un de mes articles sur MLS en folie, j'avais mis une vidéo YouTube sur la maquette et comment ça allait paraître. Puis vraiment, ça a l'air quelque chose d'extraordinaire. On regarde un peu ce qui s'est fait à DC, pour DC United, ce qui s'est fait avec LAFC. Puis le stade de Minnesota a l'air vraiment quelque chose d'encore une coche au-dessus, comme on dit. Oui. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Puis la deuxième équipe, je pense que tu... Oui, ben en fait, c'est plus des rénovations pour agrandir le stade, un peu comme Toronto avait fait, on s'en rappelle. C'est le fameux Providence Park à Portland pour les Timbers. Les Timbers qui vont en fait commencer leur saison en début juin, je pense, ou juillet. En tout cas, ils vont commencer vraiment sur le tard. C'est début juin, c'est ça, je crois. Donc, ils vont avoir beaucoup, comme Minnesota, ils vont avoir beaucoup de matchs à la maison, probablement surtout dans le cas de Portland, bien sûr. Ils vont disputer beaucoup de matchs à la maison dans le dernier droit de la saison, comme DC United d'ailleurs. Encore une fois, on y revient. DC United l'année passée, effectivement. Néanmoins, Portland était les finalistes de l'an dernier, alors est-ce qu'ils espèrent à nouveau se donner un autre élan pour cette année? C'est quand même une des équipes, depuis leur arrivée en MLS, on s'en souvient, au début des années 2010, qui, un peu comme Seattle, avec qui ils sont rentrés à peu près en même temps, qui sont restés vraiment parmi, j'appellerais l'élite de l'Ouest, effectivement. dans le cas des Timbers. Et c'est une équipe aussi qui attire, comme à Seattle, énormément de foule. Donc, ça justifiait des rénovations pour des agrandissements, des ajustements. Exactement. Ça va être intéressant à suivre. Donc, comme quoi, le calendrier doit s'ajuster à ces réalités. À ces réalités-là qui sont un peu particulières, parce qu'on le sait, hein, quand on regarde, pour ceux qui suivent le foot européen, c'est un aller-retour, c'est très équilibré, mais ici, dans la MLS, non, c'est jamais comme les autres. C'est différent et c'est normal. C'est normal que ce soit différent. Les distances sont beaucoup plus grandes entre les villes, entre les clubs. C'est normal que c'est quand même assez difficile. Ce serait vraiment très coûteux de faire des matchs aller-retour entre les équipes de l'Est et de l'Ouest. En tout cas,
il y a un certain rapprochement avec ça qui a été fait cette année, que moi j'ai trouvé quand même extrêmement intéressant. L'année passée, en fait, et dans les années antérieures, ce qui se passait, c'est que chaque club pouvait jouer contre le même club de sa division, de sa conférence par contre, pouvait jouer jusqu'à 3 matchs. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, si on prend l'exemple de Montréal-Toronto, vous pouvez avoir 3 matchs contre Toronto, donc 2 au Stade Saputo et 1 au BMO Field, ou bien 2 au BMO Field et 1 au Saputo. Ce n'est plus le cas cette année. À l'intérieur de la même conférence, il y aura juste un match aller-retour. Donc, c'est parfait. Il y aura un match au Stade Saputo, un match au BMO Field entre l'Impact et Toronto. Donc, je pense que ça va équilibrer les choses. Et une autre chose aussi, c'est que face au club de la deuxième conférence, des fois, on pouvait passer 2-3 ans, 2-3 années sans jouer un club. Et ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, chaque club de la MLS va jouer contre chaque club de la MLS. Par contre, si par exemple on est dans l'Est, on va jouer chaque club de l'Ouest au moins une fois. Après, ce sera distribué de manière assez aléatoire pour savoir si c'est à domicile ou à l'extérieur. Ouais, d'après moi, ça va être une rotation d'une année à l'autre. Mais c'est l'arrivée de l'équipe de Cincinnati qui a permis, entre autres, je pense, cet équilibre. Parce que là, on vient à un nombre de clubs par dans la MLS. Et d'ailleurs, tout récemment, la MLS vient d'accorder une 27e franchise, cette fois à la ville d'Austin, qui était au départ supposée être la ville qui devait accueillir le Crew de Columbus. Finalement, Columbus va rester parce qu'il y a eu des nouveaux acheteurs qui sont les propriétaires des Browns de Cleveland. Mais Austin avait je pense qu'il y avait une promesse, il y avait quelque chose par rapport à ça. Et encore tout récemment, c'est tout chaud, ils ont officialisé l'arrivée de la 27e franchise de la MLS. Si on rajoute bien entendu que Miami et Nashville vont rentrer dès la saison suivante. Donc, on commence à s'approcher du chiffre magique de 28 que Don Garber évoque. Et qui sait? Peut-être 30. Donc, il va y avoir encore des ajustements au calendrier qui vont se faire encore et encore dans les années futures. On a hâte de voir ce que ça va donner de ce point de vue-là. Par contre, en tout cas, la MLS, on a hâte. Ça commence le 2 mars. J'espère que vous avez hâte. Ça finit le 6 octobre. Donc, ça finit en fait plus tôt que d'habitude. Donc, pour ne pas avoir cette coupure avec la pause internationale. Avant, ce qui se passait, c'est qu'il y a 2 pauses internationales. Une en octobre et une en novembre. Et ce qui se passait avec la MLS, c'est que la première pause internationale, c'était pas grave parce que c'était entre la fin de la saison régulière et maintenant, ça va se passer par contre entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit break dans ce temps-là. Mais le problème qui se passait, c'est que c'était la deuxième pause internationale qui est au début du mois de novembre, qui coupait un peu les playoffs en 2. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ça ne va plus être coupé. Le championnat de la MLS va finir avant. Par contre, il y a un petit bémol dans tout ça. Vous ennuyez pas de la MLS maintenant? Eh bien, l'année prochaine, ça va être encore plus long. Donc, c'est le seul bémol par rapport à ça. Il va falloir que vous vous habituiez à ça, malheureusement. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Je trouve déjà que c'est déjà assez long. Je ne sais pas comment je vais faire l'année prochaine. J'aurai peut-être un peu plus de vacances. Non, mais en fait, tu peux commencer en février par les matchs de la Ligue des Champions. On peut, effectivement. Maintenant que c'est suivi un peu plus, on commence à aller voir ces matchs-là un peu plus. On ne sait jamais, il y a peut-être une équipe de la MLS qui va... Ouais, exactement. On pourra parler de ça. Bon, ben, c'est ça qui va clore notre premier segment, la track de la semaine pour les renards du soccer. On va prendre une toute petite pause. On revient tout de suite avec le prochain segment. On est maintenant rendu à notre second segment de l'émission, le renard bleu, qui porte essentiellement, évidemment, vous l'aurez compris, sur l'Impact de Montréal. Il s'est passé quand même, pendant le temps des fêtes et jusqu'au moment où on tourne cette édition, il s'en est passé des choses avec l'Impact de Montréal. Tout d'abord, la vente d'Alejandro Silva au club Olympia, qui est en Amérique du Sud. 4 millions de montant de transfert. Mais là, on nous a dit, à partir de l'entrevue de Rémi Garde, que la majorité de cet argent-là est allé dans les salaires, dans compenser la hausse salariale de Van Bush, de Daniel Lovitz. La signature de Sagna aussi. Et on nous a beaucoup parlé que c'est revenu sur le tapis. Les fans en ont parlé que l'Impact n'a pas une grosse marge de manœuvre dans sa masse salariale. Toi, Adi, ta réaction quand tu as appris d'abord la vente de Silva, mais ensuite que finalement cet argent-là, on n'allait peut-être pas en profiter tant que ça pour aller chercher des nouveaux joueurs sur le marché des transferts pendant le mercato qui s'est ouvert en fait depuis le 1er janvier. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la vente de Silva, j'ai 2 réactions en fait. Et j'ai 2 réactions simultanées. En premier, je suis fâché. Je suis fâché pourquoi? Parce que pour moi, Alejandro Silva, enfin, était rentré dans le collectif
de l'Impact de Montréal. On voyait que ça avait pris du temps pour que Alejandro Silva que la mayonnaise commence à prendre entre lui et Mancosu et Taider, qui était plus du côté de Piatti, mais on voyait que ça commençait à faire quelque chose qui faisait du sens, commençait à être plus dangereux en attaque. Puis les automatismes en attaque sont extrêmement importants. Et je pense que là, on recommence à zéro parce que non seulement on change notre ailier droit, mais on change aussi notre attaquant. Donc sur notre trident offensif, si jamais on continue en 4-3-3, je pense vraiment que c'est ça qui va se passer. On n'a pas un seul élément qui change, mais on en a deux qui changent. Et Silva a quand même eu une saison quand même très respectable l'année passée, avec au-dessus de 10 passes décisives, 13 si je me rappelle bien, avec 8 buts si je me rappelle bien aussi. En tout cas, c'était une bonne production pour quelqu'un qui a juste fonctionné la moitié de l'année. Il n'a pas fonctionné vraiment, et ça n'a pas fonctionné à 100% toute l'année. Donc, c'est vraiment pas bon pour l'équilibre de l'équipe. Par contre, et ça c'est la deuxième chose qui est simultanée avec la première, c'est que le joueur voulait plus rester là. Le joueur voulait retourner à Olympia. On l'a vu durant toute la saga, on va l'appeler la saga du transfert, que même lui, il avait retweeté le message du président d'Olympia qui était en train d'encourager les sociaux à s'engager pour pouvoir ramener Alejandro Silva. C'est sa troisième présence avec cette équipe-là. Exactement. Et puis, c'est quelqu'un c'est aussi une légende à l'Olympia, Silva. Donc, il avait envie de retourner. Il paraît aussi qu'il voulait se rapprocher de sa famille. Après, il y a plusieurs spéculations qui disent comme quoi ils n'étaient pas proches, lui et Garde. Je ne vais pas spéculer là-dessus, mais c'est possible aussi. En tout cas, il ne voulait pas rester là. À quoi ça sert de laisser un joueur chez nous, mécontent, et qu'il ne soit pas là? Donc, je comprends la décision. En plus, c'est un transfert record. Donc, je pense que la décision est quand même assez logique. Oui. Considérant que Saputo avait dit qu'il y avait un manque à gagner, il était un peu mal placé pour refuser un tel montant. C'est ça. Il faut quand même le dire, il faut quand même l'admettre. Exactement. Par contre, par rapport au montant, le montant a été complètement dépensé sur les hausses salariales, ainsi de suite. Je pense que c'est de la communication. Je pense que oui, il y a une partie qui est partie sur ces choses-là. Mais oui, on le sait depuis le début. Joey Saputo dit comme quoi il va falloir être créatif, il l'avait dit, pour arrêter de perdre autant d'argent. Oui, est-ce que c'est possible qu'effectivement, on a réduit notre masse salariale? Oui, on l'a réduit, notre masse salariale. Est-ce que c'est possible que ça va faire en sorte que Saputo va moins chialer à la fin de l'année? Oui, j'espère bien que ça va faire en sorte qu'il va moins chialer en fin d'année. Après, si je regarde, moi, l'effectif en tant que tel, en date d'aujourd'hui, le 16 janvier 2019, je trouve que l'Impact de Montréal, malgré la perte de tous ces joueurs-là, et il y a quand même à peu près 6 ou 7 joueurs qui sont partis, a quand même 3 recrues de poids. La première recrue pour moi, c'est Maximiliano Urruti. On en a déjà parlé dans un des épisodes et je pense que ça va être un gros plus en attaque. La deuxième recrue, c'est Novillo. Si tu compares à Mancosu. À Mancosu et Jackson ensemble, je pense qu'il fait 2 fois Mancosu et Jackson ensemble, mais bon. Après, et à Mariquois, les 3 ensemble. Après, bon, sur le côté droit, on perd Silva. Est-ce que ça va être Novillo? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Est-ce que on parle encore d'un autre? Mais on parle de la possibilité d'un prêt qui viendrait de Bologne avec le Nigérian Okonkwo, qui est âgé de 20 ans et qui a un profil, devrais-je dire, qu'on a rarement eu avec l'Impact et qui pourrait être intéressant, en tout cas, quand on regarde comme il faut, serait un bon apport, en tout cas, à l'aile droite ou à l'attaque, je pense. Exactement. Il sera en rotation avec Novillo, donc je pense que c'est correct de ce point de vue-là. Et puis après, tu as la meilleure recrue pour moi. Je pense que ce sera la recrue de l'année cette année, c'est Zakaria Diallo. Pour moi, on l'oublie. Zakaria Diallo n'a pas joué l'année passée. Zakaria Diallo est fin prêt cette année et croyez-moi, il a envie. Parce que... s'il nous montre ce qu'il avait montré au camp d'entraînement l'an dernier, les partisans de Montréal vont apprendre à l'aimer très vite. Moi, j'avais vu les matchs préparatoires et puis le gars, il m'avait sauté aux yeux. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il est capable de faire toute l'année. Ce n'est pas quelqu'un qui a une historique de blessures énorme. Oui, il a été blessé quelques années, c'est l'année passée. Il a eu quelques petites blessures auparavant, mais rien de... C'est pas le genre de joueur fragile. Donc, je vois mal
je le vois mal se reblesser. Après, c'est possible. Ben, il a déjà rebondi d'une blessure similaire, en fait. C'était pas la première fois qu'il y avait une blessure de ce genre-là. Je pense que c'était l'autre pied, cette fois. L'autre talon, plutôt. Mais il a démontré qu'il pouvait rebondir. Puis il avait l'air... déjà l'an dernier, on l'avait senti, en tout cas en entrevue, qu'il était prêt au défi. C'est Rémi Garde qui est allé le chercher, au fond. Exactement. Et il le connaît bien. Moi, je note un autre point supplémentaire qui va rajouter un peu de l'eau au moulin pour pas être trop négatif. Mais c'est Rémi Garde qui l'a bien souligné aussi en entrevue. Lui, il a dit, moi, je suis à l'aise à entraîner des jeunes, comme il avait fait à Lyon. Et on en a beaucoup cette année. Moi, je sens qu'il y a une fenêtre d'opportunité cette fois, beaucoup plus que par rapport aux saisons précédentes, pour les jeunes joueurs de l'Impact. Parce que justement, peut-être on a parlé de la masse salariale, mais peut-être que là, Saputo va peut-être moins surdépenser ou courir un risque à l'international. Parce qu'à un moment donné, ça coûte cher, ces places-là. On a souvent dépensé plus que 8 places. Donc, il a fallu payer ces places supplémentaires-là. Et on rajoute les salaires. Est-ce que ça valait vraiment le coup, surtout à long terme? Silva, c'est ça qui est intéressant. Tu l'as dit, c'est la plus grande vente, mais on n'a pas vendu vraiment les autres. Alors, en quelque part, on n'a pas eu de plus-value de ces joueurs-là. Ce qui représente une plus-value et ce qui peut aider à équilibrer le portefeuille de Saputo, c'est son investissement avec les jeunes joueurs. Et s'il est allé chercher Rémi Garde, c'est en partie parce qu'il a cette expérience-là. Rémi Garde a dit, là, c'est pas moi qui va chaperonner tous les jeunes, mais je pense qu'il va être capable de détecter les plus talentueux, puis il va leur donner une chance de se faire valoir et les aider à mûrir dans le système que Rémi Garde veut faire. Parce qu'il sent qu'il peut un peu plus mouler son équipe avec ce genre de jeunes joueurs-là. Il y en a aussi qui sont entraînés. Harry Novillo, tu en as parlé tantôt, il s'est entraîné avec l'Impact une partie de la saison et c'est un joueur qu'il connaît. Il a vu que mentalement, il a mûri. Il peut nous surprendre, on n'a rien à perdre de ce côté-là. Je pense pas qu'il peut faire pire qu'un Mancuso, là, honnêtement. C'est très difficile. C'est très difficile. Ensuite, il y a Clément Baillet et Daniel Kinoubé qu'on a évoqués ici. Il les a signés très vite et eux, ils s'étaient entraînés avec l'équipe pendant une bonne partie de la saison. Je pense qu'ils sont au fait de ce qui se passe. Et à eux là, de saisir leur chance de faire leur preuve. Il y a une fenêtre d'opportunité. Il ne faut pas oublier Mathieu Chouanière également. Il va en avoir là, des chances là, pour des jeunes joueurs avec l'Impact, comme jamais on en a eu auparavant. Là. À part Balou qui a réussi, on sait ce qui s'est passé. Là, il y a une fenêtre d'opportunité. Ces joueurs-là peuvent surprendre. La MLS, d'ailleurs, se dirige de plus en plus vers ça. Où il y a beaucoup de jeunes, il y a des académies qui commencent à produire. Si l'Impact emboîte le pas, il peut alors, je dirais pas copier, mais suivre un peu une voie par rapport à son marché qui serait justement semblable un peu à ce que fait le Sporting ou les Red Bull. Pas obligé de copier toute la recette au complet, mais de suivre un peu cette voie-là où on éviterait des grosses dépenses au niveau salarial et on aurait des joueurs dans notre cours qui pourraient à ce moment-là devenir une plus-value si il y en a certains qu'on revendait, comme Balou justement. À l'extérieur. Alors là, Saputo pourrait équilibrer peut-être un peu son portefeuille et il ne perdrait pas forcément question de talent sur le terrain. Exactement. C'est une carte qu'on peut se permettre de jouer. Oui, effectivement. Il faut par contre ajouter, juste avant de finir ce segment-là, il faudrait aussi ajouter qu'on a quand même, il y a eu la MLS Super Draft aussi qui est passée, puis il y en a eu Amar Seydi qui a signé. C'est un Bosniaque d'origine qui est américain aussi, donc il ne prendra pas de place internationale, vous en faites pas pour ça. Et c'est magnifique parce que c'est un numéro 10 et on n'en a pas de numéro 10. On n'en a jamais eu de numéro 10. Puis pour avoir vu des bribes de match de Seydik grâce à le compte français de College Soccer, j'ai vu des choses que j'aime bien. Il y a une vision de jeu quand même extrêmement intéressante, une bonne technique de balle. Après, physiquement, il va falloir qu'il s'habitue à la MLS. Donc, il y a aussi ça, et je pense que Garde va pouvoir lui permettre de franchir des paliers assez rapidement. Ça ne m'étonnerait pas de le voir sur le terrain, un peu à la Ken Krolicki l'année passée, pas aussi souvent. C'est pas le même profil quand même. Mais pas aussi souvent aussi. Krolicki, c'était différent, on n'avait pas assez de joueurs. Mais je pense qu'on va aussi le voir sur le terrain. Donc, parce que c'est intéressant. Moi, très sincèrement, j'ai hâte. Puis contrairement à ce qu'on croit, je pense pas que la fenêtre de transfert elle est définitivement terminée. C'est juste que Rémi Garde est à l'aise avec une partie des éléments qu'il y a en place. Ça veut dire que ce qu'il voulait déjà avoir au départ, sans se soucier de ce qui manque, il a pu l'obtenir peut-être en grande partie. C'est ce qui fait qu'il, selon moi, il se dit satisfait. Et qui peut peut-être avoir un peu plus un effectif à sa main au camp d'entraînement par rapport à l'an dernier où il y avait des joueurs. Je ne suis pas certain que Raheem Edwards et Ray Tala, il les connaissait, par exemple, lorsqu'ils les avaient obtenus. Donc, il y avait des petites surprises. Là, il connaît la MLS depuis un an. Là, il connaît un peu plus son effectif. Alors, pour la préparation, j'ai hâte pour ça de suivre le camp d'entraînement qui s'en vient.
Mais ça ne veut pas dire que le mercato est fini. Puis on pourrait même conclure le segment en disant qu'il n'y a pas énormément d'équipes d'MLS qui ont fait d'énormes mouvements. Exactement. C'est compliqué pour tout le monde, là, soyons honnêtes. David Villa n'est pas remplacé à New York City FC. Atlanta, bon, Pity Martinez, c'est pas réglé encore parce qu'il faut régler la question des joueurs désignés. Almiron n'est pas parti encore. Victor Vasquez a quitté Toronto et Vanny a dit que ça allait être difficile de le remplacer. LA Galaxy a 4 joueurs désignés, donc ils n'arrivent pas à se débarrasser d'un d'entre eux. En tout cas, donc, tout reste à venir. C'est ce qui conclut notre deuxième segment, le Renard Bleu. On s'absente quelques petites secondes, mais on sera de retour pour le troisième segment. Restez avec nous. Nous sommes de retour pour ce troisième segment des Renards du Soccer. Donc, pour cette fois-ci, donc pour les à côté du gibier, on a décidé de parler des Earthquakes de San Jose. C'est une équipe dont on parle un peu moins souvent, qui est passée par une année quand même assez catastrophique et calamiteuse sous les ordres de Mikael Stare, le Suédois, qui a été remercié l'année passée. Je l'ai mentionné plusieurs fois sur MLS en folie, comme quoi c'était un entraîneur qui ne savait pas ce qu'il faisait. Puis effectivement, ça a l'air qu'à un moment donné, ils l'ont remarqué à San Jose. Ça a pris un peu trop de temps, je trouve, mais ils l'ont remarqué finalement. Puis cette année, ils ont décidé de vraiment chercher la perle rare et ils ont embauché Mathias Almeida. Mathias Almeida, c'est un entraîneur qui est passé par de très grands clubs en Amérique latine. Il a entraîné River Plate, juste pour vous dire, qui est quand même un des meilleurs clubs en Amérique latine. Il a même aussi, en tant que joueur, il a joué dans les meilleures équipes européennes. Il est international argentin en tant que joueur. Il a beaucoup d'expérience. Et c'était un joueur qui avait une niaque, qui avait une grinta, qui rentrait dedans. Ça ne t'étonnait pas à la fin d'un match si Mathias Almeida avait un carton rouge. Donc, juste pour vous dire combien ça rentrait dedans. Par contre, il y avait une très bonne technique aussi. Donc, j'ai hâte de voir comment il va faire en sorte que son équipe joue. Je suppose, d'après ce que j'ai vu de ces équipes, ils aiment jouer un peu comme ce que lui jouait. C'est des équipes un peu, pour ceux qui connaissent un peu en soccer européen, des équipes un peu comme l'Atlético Madrid qui joue un peu à la Diego Simeone, où ils sont beaucoup plus physiques, beaucoup moins dans le beau jeu, mais plus du jeu efficace, mais rough. Et puis, je pense que c'est ça que je m'attends de San Jose. Et en plus, il y a eu beaucoup de mouvements personnels. Toi, tu as pensé quoi de ce qui se passe à San Jose? C'est une grosse révolution quand même, hein? Ah, ben là, je sais que toi, tu as porté beaucoup attention parce qu'on a eu l'occasion d'en parler beaucoup durant notre entre-saison, si on peut dire. Donc, c'était évident qu'on allait en parler, hein, puisque tu l'as très bien évoqué. Les Earthquakes ont voulu faire table rase du passé, si on peut dire. Ils ont tenté auparavant de vouloir une équipe peut-être un peu plus défensive, peut-être parce qu'ils n'avaient pas les moyens de suivre les grosses cylindrées de la Conférence Ouest, mais ils ont eu très peu de succès avec cette formule-là. On sentait que c'était lourd et laborieux, le jeu des Earthquakes, au cours des dernières saisons, et encore plus la saison dernière, parce qu'à un moment donné, tu as d'autres équipes qui progressaient et tu as eu l'arrivée de Minnesota. Donc, à un moment donné, ils se sont dit à la direction, on ne peut pas regarder stupidement, regarder passer le train en marche. Il faut qu'on le prenne, il faut qu'on s'accroche au wagon. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, l'arrivée d'un entraîneur comme Mathias Almeida, ça donne un signe qu'on a de l'ambition. Je ne sais pas si on veut s'inspirer de l'arrivée de Tata Martino à Atlanta United il y a 2 ans, mais toujours est-il que l'arrivée d'un entraîneur avec cette stature, cette aura, ben déjà, ça annonce un signe. On l'a vu dans le recrutement des joueurs. D'ailleurs, je suis persuadé, Adi, que tu vas nous parler de ces joueurs-là, ces noms-là, parce que je sais que tu en salives, tu m'en as parlé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Après, on s'entend, sur papier, ça a l'air beau. Après, est-ce que la mayonnaise va prendre? On ne le sait pas. Ben déjà, je pense que je l'ai assez dit, j'adore Chris Wondolowski. C'est un des meilleurs buteurs, bientôt le meilleur buteur de l'histoire de la MLS. Il va dépasser Landon Donovan cette année à 100%. C'est un joueur qui a marqué 10 buts et plus à chaque année dans, si je me rappelle bien, les 6 ou les 7 dernières années en MLS. Donc déjà, il y a ça. Mais en plus, il est parti ramener cette grinta. Il est parti ramener Espinoza de Villarreal, quand même, qui est une équipe de Liga espagnole. C'est pas rien, amener un joueur de Liga espagnole directement à MLS. Donc, on a Espinoza. Il est parti ramener, et c'est pour moi là où je salive le plus, parce que je suis quelqu'un qui est un peu en amour avec les latéraux d'habitude. Puis, il est parti ramener
Marcos Lopez, qui joue en fait latéral gauche. En fait, ce qui est encore plus particulier, c'est que Lopez est capable de jouer sur tout le couloir gauche. Donc, il est capable de jouer en tant que latéral gauche ou milieu offensif gauche. C'est quelqu'un extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'il est bon techniquement, il est bon défensivement, puis c'est quelqu'un qui sait se rendre utile à son équipe. Et ça, c'est vraiment un international péruvien. Il a juste une seule sélection, mais il a juste 21 ans. Donc, c'est un peu à l'effigie de ce qu'a fait l'année passée. J'en ai parlé, je pense, plusieurs fois l'année passée. Le Crew Columbus qui est parti ramener Milton Valenzuela. Je pense que ça va être ce genre de joueur-là qui va être sur l'aile gauche en tant que latéral gauche. Donc, ces deux joueurs-là, déjà, ramènent quand même une bonne dose de grinta qui est importante dans l'équilibre de l'équipe, que ce soit dans l'animation offensive, mais aussi dans l'animation défensive. Oui, mais aussi un peu plus de qualité dans l'effectif par rapport à ce qu'on avait. Oui. Quand on, par exemple, on se débarrasse d'un jeune comme Fatai Alaché, on se souvient dans quelles circonstances, parce que c'est arrivé à Montréal lorsque lui et son entraîneur s'étaient engueulés lors d'un match au Stade Saputo. Et là, Alaché va probablement faire la joie des fans du FC Cincinnati. C'est un des jeunes espoirs comme milieu défensif. Moi, je l'avais beaucoup aimé. Ouais. Et ils sont débarrassés de lui. Mais là, on va espérer que là, avec le nouveau recrutement, les joueurs en place, cette équipe-là, comme tu le dis, va arriver à progresser, ou en tout cas ne sera pas une pro. On peut s'en douter, ça. Il ne devrait pas être une pro aussi facile cette saison dans l'Ouest. Quoique, il y a les autres équipes qui sont améliorées dans la MLS, selon moi, pour l'instant, les rares, sont dans l'Ouest aussi. Colorado, qui était aussi au fond du trou, ils ont beaucoup bougé aussi. Fait que d'une façon ou d'une autre, l'Earthquake se devait de bouger. Ouais. J'ai bien aimé, moi aussi, ce qu'ils ont été chercher au Super Draft. Bon, tu me connais, j'aime beaucoup parler des Africains. Ils avaient le deuxième choix au Super Draft et ils ont été chercher un joueur, Saïd Hadji, qui a toute une histoire. On parle d'un jeune Kenyan, mais né d'une famille somalienne, ils ont fui la Somalie pour aller au Kenya et ensuite sont arrivés aux États-Unis comme réfugiés politiques. Et Saïd Hadji, lui, a appris à jouer dans la rue, il aimait le foot, il a joué partout où il a pu passer. Il est arrivé, il avait l'âge de 4 ans aux États-Unis. Et son histoire a été telle qu'il est devenu un joueur qui a réussi à l'université, qui a réussi son parcours, académique aussi, parce que c'était pas évident. Il avait réussi à impressionner grâce à un essai avec si je me rappelle bien, avec la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est un joueur, donc, on va espérer que ça fera un des bons joueurs du Super Draft qui va impressionner. Mais on peut mentionner aussi, ça c'est intéressant pour les gens qui aiment les joueurs québécois, mais il est aussi un joueur d'origine africaine, originaire de la Guinée, Mamadi Camara, jeune attaquant, qui s'attendait à aboutir dans une équipe canadienne. On s'entendait même que l'Impact le recrute et finalement, c'est l'Earthquakes qui sont allés le chercher. En utilisant une place internationale. Et voilà. En utilisant une place internationale. Juste pour vous dire combien ils n'en ont pas besoin. Mais bon. Non, mais c'est très intéressant. Une dernière chose avant de conclure, j'ai vraiment hâte je pense que la rivalité Galaxy, les Earthquakes, elle va reprendre de plus belle. C'est une des plus grandes rivalités de l'histoire de la MLS. Et elle reprend de plus belle. Pourquoi? En premier, on a parlé du progrès des Earthquakes. Et on connaît tous que le Galaxy, qui est toujours une équipe un peu bling-bling. Mais par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Galaxy a embauché l'entraîneur des Boca Juniors. Et voilà. Et qui va maintenant se mesurer avec l'ancien entraîneur des River Plate. Donc, on a ce derby, ce super classico. Entre Schelotto et Almeida. Entre Schelotto et Almeida au sein de la MLS. En tout cas, ça va être électrique. Je suis sûr que ces coachs-là vont trouver les mots adéquats pour motiver leurs équipes parce que les derbys, ils s'y connaissent. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode des Renards du Soccer. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de fun comme d'habitude. Écoutez, on va vous laisser comme ça, puis on va vous revenir dessus la semaine prochaine avec, j'espère, un épisode spécial très intéressant. J'aimerais prendre le temps aussi de remercier City Vision et notre cher caméraman David Dixot, qui est malade maintenant et qui nous supporte. Et qui mange sa banane. Et on aimerait aussi remercier, c'est sûr, moi j'aimerais vous parler aussi de Culture Soccer. MLS en folie, malheureusement, n'existe plus, mais il a été remplacé par Culture Soccer avec Anthony de Varenne et Antoine Latran et toute une grosse équipe qui est derrière tout ça. Allez nous suivre, dont Mathieu Lemay. Allez nous suivre, allez sur le site web culturesoccer.com. Et puis, c'est ça. Alors, on va vous laisser là et on revient la semaine prochaine comme d'habitude. Au revoir.